Ok, l'enregistrement est lancé. Donc, bonjour à tous. Ce soir, on a invité Christophe, donc Christophe Karadec, qui va nous parler de la permaculture. Vaste sujet qui, perso, je connais très peu, mais qui m'intrigue. Donc voilà, l'idée, c'est de présenter la permaculture. Et qu'est-ce que c'est la permaculture déjà? Parce qu'on ne sait pas forcément très bien ce que c'est. On en entend parler, enfin en tout cas moi je sais que j'en entends beaucoup parler. Je me suis inscrite moi sur notamment le groupe de Christophe et c'est comme ça qu'il est là ce soir. Mais c'est très très flou pour moi et comme apparemment pour beaucoup de personnes. Donc là l'idée c'est de présenter la permaculture. Donc déjà présenter Christophe. Christophe, je te laisse te présenter en quelques mots. Alors bonjour déjà. Donc moi je suis maraîcher bio dans l'Eure, dans le 27, à la frontière quasiment du 28, pas très loin de Dreux, à Musy exactement. Je suis maraîcher depuis, c'est ma 3e année là. Avant j'étais professeur des écoles. Et en fait c'est un projet que j'ai avec ma femme et l'idée en fait c'est de faire du maraîchage bio en s'inspirant donc notamment de la permaculture. L'idée, c'est de faire aussi une ferme pédagogique. En fait. Donc là, pour l'instant, on travaille beaucoup sur l'aspect maraîchage, parce qu'il faut déjà que la ferme soit accueillante, on va dire, et fonctionne. Et puis, effectivement, on développe en parallèle doucement la partie pédagogique. Du coup, je disais qu'on s'inspire de la permaculture, parce que la permaculture, justement, et souvent c'est assez flou chez les gens, c'est pas une technique en fait de jardinage, c'est plus une philosophie de vie en fait qui va même s'étendre plus loin que et euh, euh, du coup c'est pour ça que c'est ça en fait ça fait réfléchir à beaucoup de choses qui vont arriver je pense dans un bon sens. Mais en même temps, pas quelque chose de figé. Là, par exemple, moi, je suis maraîcher bio. Bon, bah, le bio, il y a des normes, c'est très cadré. Donc là, c'est assez facile de dire je suis bio ou je suis pas bio. Alors que la permaculture, c'est plus large. On va avoir des gens qui ont même les définitions en fait qui ont été données par les fondateurs de la permaculture. Elles peuvent varier en fait en fonction du temps, en fonction du contexte, des livres qu'ils ont écrits, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui est très facile en fait à définir. Mais l'idée, c'est de voir que c'est pas conception et de réflexion. Même. Et, euh, et c'est pas uniquement lié au jardinage, même si à la base, en fait, le terme permaculture, c'est permanent culture, donc c'est de faire des cultures permanentes. C'est évident à traduire, mais l'idée, c'est de faire quelque chose de pérenne, en fait. On va beaucoup travailler sur le côté minimiser l'énergie en fait qu'on va dépenser et tout ça en faisant quelque chose de productif. Et on va beaucoup en fait essayer d'imiter la nature, de se baser en fait sur ce que fait la nature pour l'appliquer dans nos productions à nous. Et on va mettre aussi l'humain en fait là-dedans. Donc l'humain est important aussi dans les volets de la permaculture. C'est pas simplement produire des légumes. Donc voilà. Donc nous, eh ben, à l'échelle du maraîchage, on essaie de s'en inspirer le plus possible, donc de l'appliquer au quotidien. Mais voilà, en fait, je pense que même au niveau du jardin, en fait, l'idée, pour moi, hein, ça c'est vraiment personnel, parce que là, je voulais dire aussi, je suis pas expert en permaculture. Moi, ça m'intéresse, donc j'ai lu des choses, je travaille pas mal, ouais, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai regardé des vidéos, etc. Mais je suis pas formé, je suis pas un formateur en permaculture et j'ai pas de formation particulière en permaculture. Donc c'est ce que je veux dire, ça va être plus mon avis qu'une une vérité absolue, quoi. Mais donc voilà, donc il y a trois valeurs éthiques en fait dans la permaculture qui sont vraiment une base qu'il faut retenir. C'est la première, c'est prendre soin de la nature.
donc d'un point de vue général. La deuxième, c'est prendre soin de l'humain. Donc, c'est soi-même, la communauté, les générations futures. Et la troisième, c'est de créer de l'abondance et de redistribuer les surplus, donc le partage. En fait. Donc, et c'est vrai qu'à partir de ça, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent se greffer là-dessus. Dans la permaculture humaine, on peut même carrément s'éloigner complètement en fait de l'aspect culture, hein, agriculture ou culture au jardin, où là, on va plus se recentrer sur l'humain. Ok. Quand tu dis minimiser l'effort et imiter la nature, minimiser l'effort, c'est quoi? C'est le fameux désherbage ou, enfin, je sais pas, moi, quand j'étais gamine et que mon père il jardinait, tout devait être super nickel. Enfin, voilà, il retournait la terre tout le temps, tous les jours. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce C'est côté-là, mieux. on l'a plus, c'est ça? Ce côté-là de Euh, parfait, on l'a plus? Avec la permaculture, c'est différent? alors, c'est notre vision en fait du jardin et de la terre, du coup. Parce que si tu veux, en permaculture, euh, comme on va imiter la nature, on va déjà regarder que dans la nature, en fait, tu n'as jamais de sol nu. Le Ouais, sol, il est jamais, tu vois jamais la terre nue où que ce soit dans la nature. d'accord. Il est toujours soit couvert par des végétaux, Ouais, soit couvert par des débris végétaux. Tu vois, si tu te promènes dans la forêt, soit tu as des plantes qui poussent, soit tu as des tas de feuilles, de branches, de déchets comme ça qui s'amoncellent, et la terre, elle est toujours en dessous. Et d'accord. en fait, on s'aperçoit, dès que dans le jardin, on a un endroit où la terre est nue, elle va très vite se recouvrir, en fait. Des plantes vont se remettre à pousser pour couvrir le sol. Et donc, en fait, pourquoi? C'est tout simplement pour le protéger, en fait, le sol. Donc, le sol, c'est presque, on pourrait presque dire, c'est comme un être vivant, quoi. Et alors, c'est pas un être vivant en soi, mais c'est un ensemble d'êtres vivants. Et en fait, on s'est aperçu depuis pas si longtemps que ça, finalement, que le sol, c'était pas juste un substrat dans lequel on fait pousser des plantes, mais c'est tout un écosystème, en fait. Et dans lequel, en fait, il se passe énormément de choses, et dans lequel il y a beaucoup de vie. Et c'est cette vie-là, en fait, qui va permettre de créer un sol fertile. Et l'agriculture d'aujourd'hui, un peu traditionnelle, on va dire, a, pour un côté pratique et efficace, a pas mal occulté ça, en fait. Et c'est vrai que le labour, par exemple, c'est ce qu'il y a de pire. C'est vrai que le labour, dès qu'on laboure, en fait, on sait qu'on tue 80% des vers de terre qui étaient dans le sol. Et là, c'est sans parler aussi des bactéries, des champignons qui sont super importants aussi pour la vie du sol. Donc, en gros, le motoculteur, il faut l'oublier dans la permaculture. Alors, c'est pas si radical que ça. L'idéal, ce serait de l'oublier. Après, ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que je pense que vraiment le message de la permaculture, c'est qu'il faut faire de son mieux et aller vers justement ces fameux principes éthiques de prendre soin du sol, prendre soin de… Voilà. Euh, mais tu peux très bien être sur un sol, si tu le travailles jamais, eh ben, il ne sera pas fertile. Parce que c'est un sol particulier, il a une nature particulière qui fait que où il aurait besoin, parce qu'il a eu un vécu avant justement de l'agriculture traditionnelle, qui fait que il est relativement mort. Du coup, passer le motoculteur ou même labourer au moins une fois, c'est pas forcément, c'est pas, on se met pas des barrières complètement figées. Ouais, En fait. ouais. Ce qu'il faut en fait, c'est surtout réfléchir en fait à ce qu'on fait et le faire en conscience. C'est-à-dire que si tu sors la charrue pour labourer, c'est parce que tu sais que ton Et on sol, si tu fais pas a besoin. ça repartira pas. Mm. Mais ça peut être un labour et derrière, mettre des engrais verts, le pailler, voilà. Et ça peut être un labour qui va être fait. Et puis après, parce que les antécédents de ce sol-là ont fait que c'était vraiment une solution pour que ça reparte. Ou alors, si c'est dans un contexte agricole, ça peut être, j'ai besoin de vivre de mon activité. Si je fais que pailler et mettre des engrais verts, mon sol va peut-être revivre, mais d'ici 5 ans, d'ici des années, quoi. Sauf que pendant 5 ans, s'il n'y a rien qui pousse, je ne peux pas m'en sortir. Donc, je vais passer un coup de labour, je vais travailler ou un coup de motoculteur. Je vais travailler un petit peu mon sol pour pouvoir euh, Et faire pallier pousser à des ce temps choses dessus d'attente. assez rapidement. Voilà. Et derrière, par contre, je vais le Mm. faire le moins possible.
Normalement, l'idée, c'est ça. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, quand je le fais, je fais quelque chose de mal. C'est-à-dire que je vais abîmer mon sol. Donc, quelque part, je repars toujours un peu à zéro. Donc, tout ce qui s'est fait, tout ce que le travail des vers de terre, des champignons, tout ce qui s'est fait dans le sol, quelque part, je le détruis. Donc, je repars à zéro. Donc, il va falloir qu'eux, ils reviennent. Si j'en tue, en plus, il va falloir qu'ils se remultiplient, qu'ils refassent leur travail. Et du coup, la fertilité va devoir réattendre aussi. Okay. Mais des fois, ça peut être nécessaire. Moi, j'avais plutôt l'image de la perméaculture. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai, je ne sais pas. J'avais toujours en tête que c'était des cultures plutôt à étage et d'associer les variétés selon leur protection. Enfin, il y a toujours une race protectrice sur une autre pour l'aider à se développer, etc. Est-ce que c'est un peu ça aussi ou pas? Ouais, c'est ça aussi. L'idée, en fait, c'est de ne pas forcément rester en monoculture. Donc, la monoculture, c'est vraiment le côté pratique, mais d'un point de vue agriculture, quoi. Donc, c'est vrai que quand tu récoltes des choux, s'ils sont tous en ligne, c'est plus rapide et plus efficace que si tes choux sont parsemés un peu partout sur ton terrain, surtout s'il est grand. Mais l'intérêt de ça, en fait, c'est effectivement… alors là, on va du coup aller plutôt du côté des maladies ou des ravageurs. Oui, c'est ça, des parasites. Voilà, l'idée, c'est que, par exemple, si on prend un chou, on connaît tous la pyrrhite du chou. Là, c'est un papillon blanc qui va pondre sur le chou, qui va faire des chenilles, et les chenilles vont manger les feuilles. Et effectivement, si on fait une belle ligne de choux, et le papillon, en fait, il va passer d'un chou à l'autre, il va pondre sur tous les choux. Et puis, il va sentir qu'il y a des choux à cet endroit-là. Donc, il va venir pondre. Et du coup, les choux vont être pleins de chenilles et ça va être peut-être plus compliqué à gérer. Alors qu'effectivement, si déjà les choux sont un peu répartis dans le terrain, le papillon va avoir plus de mal à les trouver. Et si en plus de ça, on met des plantes odorantes, type aromatique, ce genre de choses, le papillon peut être gêné par l'odeur et pas trouver facilement le chou. Et du coup, il y a des choux qui vont peut-être même pas du tout avoir de pyrrhite dessus. Donc, l'idée, elle est un peu là, en fait. Les associations, souvent, elles sont là. Et vous avez des référentiels pour justement savoir quelle race va mieux avec une autre et quelle race protège? Oui, il y a pas mal de fichiers qui traitent. Après, il y a différents. Il y en a qui sont un peu connus et qui sont un peu souvent utilisés, qui marchent et qui ne marchent pas. D'ailleurs, ça peut dépendre des endroits. Mais par exemple, le poireau et la carotte s'associent bien. L'un, entre guillemets, repousse la mouche de l'autre. Et du coup, en général, on met poireau, carotte côte à côte. Ça aide un peu. Et si donc, cette idée, elle est là. C'est déjà de mettre des plantes qui vont effectivement limiter les ravageurs et en plus éparpiller ces plantes à différents endroits. Ce qui fait que si un ravageur tombe sur votre plante, il ne tombera pas forcément sur l'autre. Fini les jardins rectilignes. Ouais, c'est sympa. J'aime pas les rectilignes. C'est ça qui est drôle. Ça tombe bien. Non, et puis, l'idée, c'est aussi d'aller vers des plantes plus pérennes aussi, donc d'aller vers des plantes vivaces, pas forcément le côté plante annuelle. L'hiver, tout est coupé. Et non, il y a des plantes qui vont repousser d'une année sur l'autre. Il y a un certain roulement aussi à penser. Alors, en fait, c'est ça l'idée aussi, c'est que si tu mélanges des plantes, il y a plus cet aspect, si je mets tous les choux qui sont des plantes assez gourmandes, je vais, entre guillemets, épuiser un peu les ressources de mon sol. Donc, il va falloir que je ramène du fumier ou un amendement pour faire repousser des plantes un peu derrière parce que ça a été affaibli. Si on met des choux un peu à droite à gauche, des carottes, des navets, je ne sais quoi, en fait, s'il y a un peu de tout, un peu partout, on va moins aussi pomper dans le sol à un endroit particulier. Voilà. Et il y a une chose qui est assez importante aussi, c'est justement, j'en parlais tout à l'heure, c'est le fait que le sol soit jamais nu. L'idée aussi, c'est donc soit de couvrir son sol par des végétaux, soit de le couvrir aussi par des paillis, des mulches. Donc ça peut être de la paille, ça peut être du foin, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle les mauvaises herbes, les adventices, les tontes de pelouse. Vous passez la tondeuse sur la partie gazonnée du jardin, la tonte de pelouse, plutôt que de l'entasser dans un coin, on va la redistribuer au pied des plantes. Donc ça va réenrichir le sol en même temps que ça va le protéger.
Et en plus de ça, ça va aussi nourrir toute la vie donc, du sol. Et tout à l'heure, tu en parlais, Karine, il y a notamment les limaces. C'est souvent le sujet qui Ouais. revient régulièrement. Ouais, et les escargots. Ah Les ouais, limaces ça, et ça. escargots, c'est souvent les lits. On voit souvent les gens sortir la nuit. Euh, alors, les gens qui veulent cultiver en bio, sans produits, etc., euh, sortir la nuit avec leur lampe torche pour aller accueillir des limaces et des escargots. Et alors, nous, à la ferme, on a des milliards de limaces. Je ne sais pas combien on peut avoir de limaces, mais on ne les tue pas, en fait, les limaces. On les nourrit. En fait, l'idée, c'est ça, en fait. C'est que la limace, déjà, elle a son rôle, en fait, dans notre écosystème. Et alors, j'ai entendu ça l'autre jour. Ce n'est pas une information que j'ai pu fouiller, mais j'ai vu ça sur une vidéo. En plus, a priori, la limace, donc, dans son chemin, en fait, la fameuse trace de bave qu'on va pouvoir suivre, et bien, en fait, ça a l'air d'être apparemment propice au développement des champignons, donc, qui sont aussi hyper importants dans le sol, notamment pour les échanges. Je peux en parler un petit peu après des champignons, mais toujours l'idée de, si on ne travaille pas sans sol, voilà, les champignons, c'est quelque chose de super important dans la vie du sol parce que les champignons, il y a certains champignons en fait, qui s'associent avec les racines des plantes et ce qu'on appelle des mycorhizes. Et, en fait, cette association-là est bénéfique aux deux. En fait, c'est des symbioses en fait, qui se font entre la plante et le champignon. Le champignon, lui, ne sait pas synthétiser de sucre et la plante, c'est ce qu'elle fait. Donc, elle va lui donner du sucre. Et lui, le champignon, qui arrive à faire un réseau en plus qui est immensément plus grand que le réseau des racines des plantes, eh ben, va amener aux plantes des choses dont elle a besoin. Donc, ça peut être des acides aminés du sol, de l'eau, plein de choses. Et du coup, en fait, dès qu'on va travailler le sol, en fait, on va casser en fait, toutes ces structures qui sont dans le sol. Donc, elles vont se reconstruire, mais ça met aussi du temps. Donc, en fait, c'est vraiment une vie, je pense, dont on ignore en fait encore en plus beaucoup de choses qui se passent dans le sol. Et on s'aperçoit avec le temps que moins on va toucher à son sol et plus il va être riche. Et donc, l'idée aussi donc, de mettre un mulch, donc que ce soit la paille, du foin, des tontes de pelouse, toutes les mauvaises herbes qu'on arrache. Alors, sauf, j'ai envie de dire, un peu tout ce qui est un peu les graminées, quoi, l'herbe, voilà, genre d'herbe, quoi. Parce que ça, si on l'arrache et puis qu'on la repose, bah, elle va redémarrer toute seule. Donc, souvent, il faut la faire sécher au soleil ou couper les racines. Mais l'idée, c'est que même n'importe quelle mauvaise herbe, entre guillemets, que vous enlevez, qui vous gêne, vous la reposez au sol, elle va se décomposer, elle va être mangée par les limaces notamment, parce que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que la limace, en fait, elle mange normalement pas de plantes vivantes. La limace, son boulot, c'est de manger des végétaux qui sont fraîchement morts, en fait. Oui, donc l'utilité, c'est de lui donner à manger, comme ça, elle ne va pas bouffer le reste, quoi. Par exemple, tu coupes une Ok. salade, nous, on fait toujours ça, en fait. Dès qu'on récolte une salade, souvent, les feuilles du dessous ne sont pas très belles. Elles sont un peu abîmées. Toutes ces feuilles-là, on va les enlever. On les enlève, mais on les laisse au sol à l'endroit où on a cueilli la salade. Donc, toutes les limaces, en plus, souvent, on a plein de limaces qui sont collées sous la salade. En fait, elles attendent ces feuilles-là. Et du coup, on nourrit nos limaces. Et on n'a jamais aucun problème de salade mangée. On plante des centaines Alors, nous, on les fait en ligne, hein, parce qu'il faut que ce soit pratique pour nous au niveau du maraîchage. On a des lignes de centaines de salades et il n'y en a pas une qui est mangée par les limaces. Et pourtant, on a plein de limaces. Mais dès qu'on ramasse quelque chose, dès qu'on cueille, alors déjà, notre sol est toujours paillé. Donc, souvent avec de la paille, parce que nous, à l'échelle du maraîchage, on a besoin de gros volumes. Donc le sol est toujours couvert. Mais c'est vrai que dès qu'on arrache des mauvaises herbes, des choses comme ça, dès qu'on coupe une salade, un chou, on remet en fait tout ce qu'on ne va pas utiliser, on le remet au sol. Et c'est pareil, on coupe, en fait, on n'arrache pas. Par exemple, la salade, on n'arrache pas, on laisse les racines dans le sol. Du coup, elles vont se décomposer. Et encore une fois, elles vont nourrir le sol. Et puis aussi, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que des racines de quelques plantes que ce soit, quand c'est des plantes qu'on récolte, en laissant les racines dans le sol, en se décomposant, elles vont aussi laisser des galeries, en fait. Et comme les vers de terre, finalement. Ça fait tout le réseau, en fait. Dès que la racine va être mangée, le trou qui a été creusé par la racine va rester sous forme de trou dans le sol. Et donc, ça permet à l'air et l'eau de circuler. Donc, ça permet aussi aux plantes de
mieux pouvoir se débrouiller et aux animaux aussi qui vivent dedans. Du coup, vous Donc, ne faites pas de compost? Non. Très peu? Ouais. Très peu, ouais. En fait, on a un tas quand même pour les plantes qui se dégradent pas trop vite. Enfin, voilà, pour le côté plus pratique. Mais quand on était juste jardinier, non, on n'avait pas de compost. Le compost, ça peut être intéressant, je pense, et encore. C'est si on veut le réutiliser, en fait, si on veut faire des semis, par exemple, dans le compost, là, ça peut être intéressant d'avoir un tas de compost à côté. Mais sinon, ça, on appelle ça du compostage à froid, en fait. Le fait de mettre Ouais, de laisser sur directement place. les feuilles. Il n'y a pas cet aspect gros tas qui va normalement chauffer et détruire aussi certaines maladies. Après, je vois, on parle aussi régulièrement du mildiou avec les tomates. Souvent, on voit que quand on a du mildiou sur une tomate, il faut couper et aller brûler ça dans un coin du jardin. En fait, ça ne sert à rien. Si effectivement il y a un pied qui est malade, qui est très malade, on peut effectivement l'enlever et le mettre plus loin pour éviter que le champignon se répartisse trop sur les plants qui sont à côté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, des spores, il y en a partout dans l'air, en fait. Donc, c'est pas en enlevant un pied qu'on va empêcher le champignon de se développer sur les autres. Là où on va l'empêcher, c'est en jouant plus sur les facteurs qui font que le milieu s'installe. Donc, c'est l'humidité, c'est la chaleur. Donc, la plupart du temps, en fait, ce qu'il faut, c'est surtout aérer. En fait. Donc, les tomates sont souvent sous serre. Souvent, c'est des milieux assez clos et qui restent du coup humides et chauds. Donc là, le champignon, il s'y plaît. Donc, ouais. Et l'idée, c'est pas d'utiliser aussi des produits. Alors, là, par exemple, nous, on est en bio, on pourrait utiliser de la bouillie. Parce que ça, c'est C'est autorisé? des champignons et donc ça tue notamment le mildiou. Donc, nous, on se refuse en fait d'utiliser ça. Parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que des champignons pathogènes, il y en a peut-être 10% en fait dans l'ensemble des champignons. Donc, dès qu'on va mettre un produit qui va tuer les champignons, parce qu'en fait, ça ne tue pas que le mildiou, ça va tuer tous les champignons, on tue aussi des bons champignons. Et le mildiou est aussi attaqué par des bons champignons. Donc, en fait, nous, l'idée, c'est plus de se dire, on va aider la plante. Donc, aider la plante, ça peut être aussi lui mettre des purins, par exemple, des purins d'ortie, des choses comme ça, qui vont peut-être l'aider, la stimuler, parce que la plante, en fait, quand elle est attaquée par, que ce soit un animal ou un champignon, elle va se défendre. Donc, l'idée, c'est plus d'aider la plante à se défendre toute seule et de la rendre plus forte, que de se dire de détruire tout ce qu'il y a autour. Quoi. Parce que souvent, en fait, on ne cible pas hyper précisément. On n'a pas un produit qui tue que le mildiou. Donc, c'est à ça qu'il faut penser aussi. Une question au niveau de… Moi, j'avais la vision de la culture quand j'étais gamine. Et en fait, tu sais, on avait une distance à respecter entre chaque plant de carotte, entre chaque plant de truc, machin, etc. Et quand tu regardes la permaculture, effectivement, on parlait tout à l'heure de mélange et d'association. Ce qui m'a toujours fait bizarre, c'est que justement, tu as l'impression que tout est tassé. Tout est serré. Ouais, tout est serré, tout est tassé. Et alors, moi, cette année, avec le confinement, j'ai testé des trucs. Les betteraves, je pense qu'elles ont besoin d'un peu plus d'espace. C'est tout. Elles sont toutes petites. Il y en a quelques grosses, mais voilà. C'est un peu n'importe quoi. Et comment tu fais pour… Est-ce qu'il y a besoin de respecter une distance entre chaque plant ou le fait de mélanger permet de réduire la distance? Je ne sais pas si elle est claire ma question, mais… Ouais, si. Alors, on peut, en fait, souvent, je pense, ça c'est mon avis, je pense que les distances, elles sont aussi données avec aussi, tu sais, comme base, l'agriculture un peu plus productiviste, quoi. Où tu vas avoir aussi du désherbage, notamment à faire, et du coup, il faut laisser passer les outils de désherbage. D'accord. Il y a cette idée. Okay. Et il y a une planche qu'on a mis des fenouils beaucoup moins serrés et nos fenouils se sont quand même développés beaucoup plus et étaient beaucoup plus gros que ceux qui étaient un peu trop serrés. Donc, trop serré, ça peut aussi effectivement faire des petits légumes. Donc, faut aussi tester parce que ça va dépendre même pour un même du légume. Sol aussi selon comment et ton sol aussi, s'il est souple ou s'il est dense, j'imagine, ça ne doit pas faire pareil non plus. Hein. Oui, mais là, je pense que ton sol, en fait, du coup, l'impact du sol,
il sera le même que tes légumes soient serrés ou pas serrés, D'accord. je pense. Et une autre question, alors on a fait ça nous sans réfléchir. Les permacultures, en fait, tu vois, il y a des jardins, et j'ai une copine qui a ça, elle a son jardin avec des espèces de caisses en bois, enfin, les plants sont un petit peu en hauteur, apparemment pour que les limaces et tout ça montent moins facilement. Et nous, en fait, on a mis une caisse, mais on a mis un fond à la caisse, tu vois. On a fait ce principe de caisse en bois, sauf qu'on a mis un fond. Et en fait, je m'aperçois que la terre est super sèche et je pense qu'on n'aurait pas dû mettre un fond. On a fait ça. Alors, le fond, le problème du fond, c'est que tu empêches la vie du sol d'accéder à. Ouais, donc tu coupes en fait. C'est comme au sol que tu as créé dans ton jardin. Comment on appelle ça? Dans ton jardin en carré. Ouais. Alors, si tu veux, pour moi, le jardin en carré, pour moi, ça n'a aucun lien en fait avec la permaculture. D'accord. Dans un jardin en carré, finalement, tu peux faire un jardin entre guillemets traditionnel. En fait, l'idée, c'est juste de surélever. Pourquoi tu surélèves? Il peut y avoir plein de raisons. Tu as mal au dos, tu veux que ton jardin soit un peu plus accessible, un peu moins haut. Ouais. Moi, j'ai même vu aussi, et ça peut être assez intelligent, d'avoir des potagers surélevés. Pas très loin l'un de l'autre, tu mets une planche entre les deux, du coup, tu peux t'asseoir et tu jardines assis. Donc, si effectivement, tu as des problèmes de dos, ça peut être intelligent. Si ton sol, c'est que du gravat parce que tu as fait construire une maison et les gars t'ont mis un sol plein de gravat et tu veux recréer un sol un peu plus riche au-dessus, donc effectivement, tu peux te faire un petit carré potager où tu vas dedans faire un système. Alors, on utilise ça pas mal, c'est les systèmes qu'on appelle en lasagne où tu vas mélanger du brun, du vert, des couches comme ça, qui vont être mélangées par la vie du sol et qui vont du coup créer un sol fertile. Du coup, là aussi, il ne faut pas que tu mettes un fond à ton, Ouais. Là, je m'en suis rendu compte. ton carré parce que sinon, tes vers de terre, ils ne peuvent pas y aller. Ouais, Non. non. Rien. Non. Donc, tu as un sol artificiel. En fait. Bon, ça a fonctionné. Là. On a eu des tomates. Il y en a qui font même des carrés potagers. Tu sais. Comment? On a eu des tomates quand même, mais à Je mon pas entendu. avis. Oui, ça n'empêche pas. Ouais, mais je pense que je me suis fait la réflexion, je me suis dit non, je pense qu'on a merdé, on doit faire un fond. En fait, le souci, c'est que là, ça va. C'est ça. Là, ça va pousser. Et puis là, ça va pousser parce que tu as mis, je sais pas ce que tu as mis du terreau, des choses comme ça, donc un sol qui était assez riche du coup. Ouais. Mais là, l'idée, en fait, c'est que tu n'as pas besoin de tout décaisser dans 2-3 ans parce que ton sol, tes plantes auront mangé tout ce qu'il y avait comme bouffe en fait dans ton sol. Donc l'idée, c'est que ton sol qu'il soit de plus en plus fertile en fait. Ouais, okay. Même si tu fais pousser des choses qui soient de plus en plus fertiles. Mais du coup, là, si tu mets des déchets végétaux et tout ça, la vie du sol ne pourra pas venir vraiment par l'intérieur où ça va être plus compliqué. Quoi. Et puis, j'ai des doutes sur le fait que même un surélevé, même de 50 cm, tu sais, une limace. Elles viennent. Elle y va, quoi. Je comprends. Elles viennent. Avec tes limaces, tu n'auras plus de problème. Ouais, mais c'est vrai que là aussi, un truc qui est important, c'est qu'il faut être un peu patient. Parce que voilà, les limaces, on ne se dit pas, tiens, cette semaine, je mets tous les déchets de cuisine d'ailleurs. Hein, ça, c'est des très bons. C'est très bien à mettre au pied des légumes. Alors, si on ne trouve pas ça très esthétique, on peut aussi les mettre sous la paille. Mais c'est très bien parce que souvent, c'est varié. Toutes les épluchures qu'on a dans la cuisine, c'est top pour le jardin, quoi. Parce que ça casse aussi un peu le côté. Quand on met que de la paille ou que du foin, il n'y a pas beaucoup de nourriture quoi, là-dedans. En fait. C'est plus une protection du sol que de la nourriture, même si ça va être dégradé petit à petit. Et que c'est intéressant parce que c'est assez carboné du coup. Mais voilà, moi je pense que plus on met de choses diverses et variées, et mieux c'est. À l'automne, quand les arbres perdent leurs feuilles, les feuilles c'est top pour le jardin. Quand on taille une haie, et si on peut broyer ou au moins couper un petit bout, les branches, on peut les mettre aussi. Ça aussi c'est top quoi. Et de mélanger la tonte de pelouse qui va être dégradée beaucoup plus vite, donc amène plus de l'azote. Ça aussi, moi je pense que plus ça va être varié en fait ce qu'on va apporter au sol et mieux ce sera. Ça va aussi apporter
une faune plus variée. Il y en a qui vont plus manger l'herbe, il y en a qui vont plus manger, les champignons vont s'attaquer plus au bois, etc., quoi. Donc, ça, je pense que c'est important. Mais il faut aussi être patient. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va mettre une semaine des déchets végétaux que la semaine prochaine, la semaine d'après, les salades ne vont pas être mangées par des limaces. Mais voilà. Puis il y a des périodes de l'année aussi où les limaces explosent et des fois, c'est un peu plus compliqué à gérer, quoi. Après, c'est pas mal aussi pour les limaces de mixer des barrières physiques, type bouteille en plastique coupée en haut en bas, qu'on met autour de son plant, ce qui fait que ça gêne quand même la limace, plus lui mettre à manger à côté, ce qui fait que bon, ça protège un peu le plant quand même. Parce que bon, la limace, il y a des gens qui disent bah, j'ai mon compost qui est à 3 mètres de mon potager et la limace, bah, elle vient manger mes plants. Bah oui, mais la limace, elle est comme tout le monde, elle est feignante en fait. Si elle se balade et qu'elle tombe sur le plant, elle va manger le plant plutôt que de se dire à 2 mètres, il y a un compost, quoi. Faut penser à elle. Mais ça, on l'a testé, hein. Un truc qui était pas mal aussi, c'était l'année dernière, pour l'anecdote. On avait, je crois que c'était fin août, on avait repiqué des concombres dans une serre. Et en 3 jours, les concombres s'étaient fait dévaster par les limaces, grosse attaque de limaces, donc les feuilles bien mangées, tout ça. Et comme c'était fin août, on avait une bonne production de courgettes. Donc des fois, en plus, on en rate et elles deviennent super grosses, on ne les vend pas, enfin, bref. Ben, j'ai coupé les courgettes en deux, dans le sens de la longueur, et j'en ai posé plein au pied de mes concombres. Et ben, 3 jours après, mes concombres repartaient parce que les limaces, en fait, se sont mises à manger mes courgettes qui étaient au sol. Et elles ont fichu la paix à mes concombres. Puis mes concombres étaient très beaux derrière. Ok, donc il faut nourrir les limaces. C'est ça, il faut nourrir les limaces. Mais il faut nourrir tout, en fait. Ouais. C'est ça, en fait, l'idée. Hein. C'est nourrir, quoi. Mm. Et voilà, après, c'est vrai que... Et donc, c'est ça que je voulais dire aussi, qui est un truc super important, c'est de prendre le temps. Et je crois que c'est Mollison là, qui disait ça, qui disait que normalement, il faut observer son terrain pendant au moins un an. Pendant au moins un an, il faut regarder comment ça se passe. Il faut réfléchir, regarder comment ça se passe. Et donc, on va tout observer, en fait. On va regarder ce qui À pousse. chaque saison. Oui, exactement. Ouais. Parce qu'en fonction des saisons, tu as un arbre, l'hiver, il n'y a plus de feuilles, donc il y a du soleil. L'été, il est plein de feuilles, donc il fait de l'ombre. Cette ombre, elle peut être intéressante ou elle peut être embêtante en fonction des cultures qu'on veut faire. Donc, observer comment se déplace le soleil, observer l'eau, c'est-à-dire où est-ce que j'ai de l'eau, est-ce que dans mon sol, il y a des endroits où l'eau stagne plus qu'à d'autres endroits, Les où insectes est-ce qui que viennent le j'accède à l'eau, plus. Enfin, voilà, c'est tout ça. ça, quoi. Ouais, ok. Donc, et puis au niveau des plantes, si on peut même laisser carrément le terrain, laisser pousser les plantes naturellement, ça peut être aussi des bons indicateurs. C'est-à-dire que les plantes, quand on a des plantes qui poussent en quantité, je ne sais pas si vous avez plein d'orties dans le jardin, les plantes sauvages, on va dire, qui poussent naturellement, sont bio-indicatrices. C'est-à-dire qu'elles vont indiquer quelque chose sur le sol. C'est-à-dire que l'ortie va pousser dans un certain contexte de sol. Je sais pas, les renoncules vont pousser dans un autre système de sol. Alors, les renoncules, c'est plus quand je crois le sol est un peu asphyxié, donc il ne respire pas beaucoup. Donc peut-être anaérobie, enfin voilà, l'eau circule mal, il n'y a pas beaucoup d'air qui passe, voilà. Donc en fait, en fonction, si on a une plante qui est un peu plus présente que les autres, faut essayer de trouver ce que c'est comme plante. Et puis alors il y a des super bouquins de, c'est Marcel Boucher, je crois. Non, c'est pas Marcel Boucher. Du cerf. Donc il y a des super bouquins sur les plantes bio-indicatrices, mais sinon vous tapez sur Internet ortie, plantes bio-indicatrices, et puis on arrive à savoir en fait beaucoup d'informations sur la nature sous sol. Et donc on sait s'il y a de l'azote, s'il est un peu asphyxié, voilà. Et du coup l'idée c'est d'agir en fonction de ça. Donc ça peut être aussi intéressant pour savoir quelle plante on va pouvoir. Gérard Ducerf. Très très bon livre. Il y en a 3. Il y en a 3, je crois. Voilà, du coup, ça permet de savoir. Je sais pas si je peux avoir un zoom. Ça permet de savoir
si il y a beaucoup de matière organique dans le sol, s'il y a de l'azote, si en gros notre sol il est en forme ou pas en forme. Voilà, lui il met même des points de couleur, point rouge, point vert. Si ça va pas. Puis bon, on apprend pas mal de choses sur la plante. Tu peux Donc, remontrer le titre, s'il te plaît? des plantes bioindicatrices. Tu tapes, ouais. Ouais. Ok. Gérard Dussert. Ça, c'est assez intéressant aussi. Et du coup, cette observation, elle est bien pour ça. Ça permet aussi d'observer les courants d'air. Parce que le vent, c'est vachement important aussi. Le vent, ça dessèche. Le vent, ça peut être un problème pour certaines cultures. Donc, comme tu disais tout à l'heure, on peut aussi étager ces cultures. On peut aussi faire, se dire, bah, tiens, je vais justement, comme j'ai un courant d'air, bah, je vais faire pousser quelque chose qui va peut-être casser un peu le courant d'air, donc faire pousser des plantes en hauteur. Donc, que ce soit quelque chose qui va s'accrocher, ça peut être du haricot, du concombre, des courges qu'on va faire monter en hauteur pour faire une palissade, pour casser un peu le vent, ou des tournesols, des choses qui poussent assez haut, pour casser peut-être le vent si on a un courant d'air. Mais ça, c'est vrai qu'il faut prendre le temps aussi d'observer ça. Moi, j'avais visité une ferme, alors plutôt à visée éducative, sur les plantes. Et dans la ferme, ils avaient fait un genre de... alors, eux, ils avaient un terme, je ne sais plus, je ne l'ai pas retenu, mais ça faisait comme un genre de collimation de culture. Donc, en fonction de l'exposition, en fonction de ce qui avait besoin de plus d'eau. Enfin, ils nous avaient expliqué plein de choses là-dessus. C'était une spirale aromatique, Ouais, non? c'est possible que ce soit ça, ouais. Ouais, ouais. On la voit souvent en permaculture. Ouais. Alors, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a des choses comme ça, comme la spirale aromatique ou la butte. C'est souvent associé au mandala, ouais. C'est souvent associé à la permaculture. Alors, c'est pas. Là, on se dit, moi, j'entends souvent, j'ai fait une butte en permaculture. Et la butte, c'est pas forcément une nécessité. C'est-à-dire que si on se dit, je fais de la permaculture, l'idée, c'est plus la philosophie qu'on va amener à son jardin, la réflexion qu'on va amener à son jardin, plus que de se dire, j'ai fait une spirale aromatique. Voilà. Après, c'est hyper esthétique, ça peut avoir vraiment de l'intérêt, mais il faut se dire pourquoi est-ce que je fais ça et que ça ait du sens, en fait, et que ce soit nécessaire. Là, ils l'avaient fait pour vraiment faire pousser certaines plantes qu'ils n'arrivaient pas à faire pousser ailleurs dans leur jardin. C'était vraiment un petit coin spécialisé rien que pour ça, où le mec avait réfléchi en fait à la hauteur de certaines plantes qui faisaient de l'ombre à d'autres qui avaient besoin de plus d'humidité, à l'exposition de certaines qui avaient besoin de plus de soleil que d'autres qui étaient plus à l'ombre. Enfin, vraiment, c'était bien conçu. Enfin, moi, j'avais trouvé ça vraiment intelligent. Ça, l'idée, c'est ça en fait, c'est vraiment de réfléchir à tout ça et de se dire, voilà, et d'utiliser effectivement les trois dimensions. On parlait tout à l'heure du côté serré et tout ça. Ce qu'on explique, nous, avec nos petites formations, c'est que l'idée, c'est de se dire, par exemple, quand on plante un chou, si tu regardes dans les livres, on dit qu'il faut, en gros, il lui faut, on va dire, 1 m², quoi. Sauf que quand tu plantes ton chou, il est tout petit. Mais du coup, traditionnellement, on va se dire, j'ai 1 m², c'est pour mon chou. Et puis, je vais aller planter mes salades plus loin. Sauf que le chou, avant qu'il utilise ce 1 m², il y a de la place pour autre chose. Voilà, c'est ça. Il y a de la place, effectivement, pour mettre d'autres cultures. Donc, on peut se mettre du radis au pied, on peut mettre quelques salades qui, au bout d'un mois, vont être récoltées. Et le chou aura à peine grossi, parce que lui, il va rester là pendant des mois. Donc, l'idée aussi, c'est d'utiliser les espaces, en fait. Et du coup, d'associer les plantes aussi, pas que pour les bénéfices, mais aussi pour le côté l'espace et le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, ma salade, mes radis, entre le moment où je les sème et le moment où je les récolte, c'est beaucoup plus court que le chou. Donc, pourquoi pas utiliser un peu l'espace plutôt que de multiplier, en fait, d'avoir un très grand jardin. Et finalement, je vais il va me falloir 10 m² pour 10 choux. Alors que sur mes 10 m², je peux faire 10 choux. Je peux faire plein de choses. Peut-être 50 salades, 20 bottes de radis, des navets, enfin plein d'autres trucs, quoi. Du coup, l'idée, c'est ça aussi, quoi. Faire pousser un peu de tournesol parce que lui, il va partir en hauteur. Donc, il y a plein de choses qu'il faut réfléchir à tout ça. Et du coup, c'est plus facile et c'est moins énergivore de s'occuper d'1 m² sur lequel je vais faire pousser 3-4 plantes que pour faire pousser ces 3-4 plantes, d'utiliser 5 m². C'est clair. Okay. Du coup, c'est ça l'idée aussi. Ouais.
C'est d'optimiser, quoi. Et puis, Mm. c'est ça, Et optimiser est-ce à qu'on fond. travaille les races Et- anciennes aussi en permaculture? Est-ce qu'on De travaille quoi? les races anciennes aussi? Mm. Ah, bien sûr, ouais. L'idée, c'est ça aussi, c'est même de devenir autonome, en fait. L'idée, c'est d'aller vers une espèce d'autonomie. Donc, il y a plein de plantes pour lesquelles c'est assez facile de Des récupérer les graines? graines, par Ouais, exemple. ouais. Donc, voilà, je pense par exemple aux tomates. Et en plus, enfin, nous, on a déjà fait le test. Alors, ça fait que 3 ans qu'on s'est installé, mais là, cette année, on n'a que des graines à nous de tomates. Les seules qu'on a achetées, c'est des variétés nouvelles qu'on veut essayer. Et on voit vraiment la différence. C'est assez flagrant Ouais, l'une bah sur ouais. l'autre parce qu'en plus, l'avantage, c'est que tu vas sélectionner en fait. Donc, tu vas te dire, bah, tiens, ce plan-là, si on sort de la tomate, bah, ce plan-là, il a résisté au mildiou. Bon, bah, je vais récupérer des graines parce que une faculté à résister un peu plus que le plan voisin qui est mort depuis un petit moment. Ou bah, tout simplement, cette tomate-là, elle est magnifique, elle ne s'est pas abîmée, elle a une belle forme, elle est très bonne. Bah, je vais garder ces graines. Et nous, on l'a vu, hein, parce que l'année dernière, on avait déjà gardé des graines. Et je me souviens, par exemple, de la rose de Berne. Ouais, c'est bon ça. On s'était dit, ouais, on avait gardé des graines, on avait récupéré des graines de tomates qui étaient super bien. Puis en plus, l'avantage des tomates, c'est qu'en plus, on la mange, la tomate, Mm. quand on garde les graines. Du coup, il n'y a rien à perdre. Et, euh, et du coup, comme on s'était dit, bon, c'est la première année qu'on fait ça, il faut quand même qu'on assure. On avait quand même racheté des graines aussi à côté. Et ben, il n'y a pas eu photo, hein. Moi, on était vraiment même étonnés de voir autant de différences juste en un an, quoi. C'est-à-dire que voilà, nos roses de Berne, elles étaient comme ça. Celles qu'on avait achetées, elles étaient comme ça. Et puis, elles se fendaient super vite. Dès qu'il y avait soit une grosse pluie, soit un défaut d'arrosage, ben, elles s'abîmaient. Alors que les nôtres, pas. Donc, on s'est dit, on fait toutes nos graines. Et c'est hyper facile en plus de faire ces graines, de récupérer ces graines de tomates. Et ça, c'est aussi largement faisable chez votre maraîcher ou voilà, si vous savez que c'est une variété qui n'est pas F1, bah là, on peut y aller, c'est hyper facile. Et puis d'année en année, on récupère nos graines, on récupère sur les plus beaux plants, sur les plus belles, plus beaux fruits. Et c'est facile. Alors c'est vrai qu'il y a des plantes pour lesquelles c'est plus compliqué. Je ne sais pas, les courges par exemple. C'est simple de récupérer les graines de courge, mais il faut faire attention parce que les courges s'hybrident. C'est-à-dire Ouais, que c'est ça. Ouais. Mm. quand voilà, si le pollen d'une courge Se croise va avec une autre. voilà, et ben on peut se retrouver avec un mélange de deux courges, ce qui n'est pas forcément Ça peut être judicieux comme pas judicieux, quoi. c'est ça. Ça peut être un test à faire. Bah, souvent, on a le cas quand c'est des graines quand c'est des courges qui sortent du compost justement. Les gens mettent tous leurs déchets végétaux et puis bah, l'été, ils ont plein de plants de courges qui sortent qui sortent du tas de compost. Donc là, souvent, c'est la surprise. Et des fois, ça fait des mélanges, alors heureux ou pas heureux, mais voilà. Sinon, c'est tout à fait possible de faire ces graines avec les courges, mais Mhm. il y a une technique, quoi. Il faut enfermer la fleur femelle avant qu'elle ne s'ouvre dans un sachet, quelque chose qui empêche un pollinisateur de venir. Il faut polliniser soi-même, donc soit en prenant une fleur mâle et en la tapotant dessus, et donc du même plan, enfin de la même variété en tout cas, soit en allant juste récupérer du pollen. Voilà. Donc on pollinise soi-même. Comme Puis ça. après, on referme. Il ne faut pas qu'un pollinisateur revienne. Et puis, bah, dès que le fruit est là, et ben, ensuite, ce fruit, ce Il sera est OK, forcément quoi. la même variété. OK. Donc, Ah ouais, il tiens. y a des petites manips comme ça à faire. Et puis bah, après, des fois, c'est plus compliqué enfin, c'est pas compliqué, mais il y a des plantes pour lesquelles c'est long, en fait. Et le chou, si on récupère des graines de chou, c'est long. Mais c'est vrai que sur de la salade, par exemple, je ne sais plus le chiffre, mais je pense que un plant de salade, c'est pas genre 10 000 graines ou un truc comme ça, quoi. Donc, vous laissez monter une salade en graines et puis bah, vous avez de quoi faire un paquet de salade après. Ah Donc, ouais. ça, récupérer ces graines, en plus, c'est un double avantage en fait. On n'a pas à racheter de graines. Il y a un Et en marché plus, entre maraîchers comme ça où vous échangez les graines ou pas? non. Enfin, je Pas sais que trop. ça, il y a quelques maraîchers, mais là, nous, on n'a pas encore eu le temps de se mettre en lien avec eux. Il y a quelques maraîchers ouais, qui essayent de faire ça en Normandie, mais plus Haute-Normandie. Mais ouais, l'idée, ce serait d'aller Puis, vers ça carrément. ouais, puis sortir des réseaux Monsanto, quoi. Ouais, bah, on est déjà sorti des réseaux Monsanto, hein, Ouais, parce qu'il y ouais. a quand même des bons grainiers bio voilà, qui font un bon boulot, quoi. Mais
mais l'idéal, en fait, c'est quand même d'adapter aussi nos plantes à notre sol, à notre terroir, quoi. Donc voilà, on a un climat qui est particulier. C'est pas le même que le gars qui a Dans le récupéré les sud, hein. graines Bah dans le ouais, sud de ça la fait pareil, France. hein. Christophe, Je vois ça, des fois, il y a un gars dans le sud qui fait des graines de tomates, qui les arrose pas. Et donc ça marche très bien. Sauf que, enfin, c'est pas ce qu'on va conseiller en Normandie, en fait, parce que bah, nous, là, c'est un peu particulier dans ce moment. C'est vrai que mais on a de l'eau, quoi. Mm. Donc c'est peut-être pas la peine d'aller chercher des graines d'un gars qui les fait. Vaut mieux faire les siennes, en fait. Mm. Vaut mieux récupérer des graines. Qui euh, s'adapte au climat et et c'est ça. au Et puis sol. d'année en année refaire ses graines, échanger avec les voisins, se dire, Mm. et effectivement, là, c'est là que c'est intéressant d'avoir un réseau aussi, c'est de se dire, on partage, quoi. Donc, moi, je fais des graines de salade, toi, tu fais des graines de courge, toi, tu fais des graines de haricots. Et puis après, on s'enfile chacun, et puis on a tous un peu de tout, ok. et c'est là que ça Christophe, devient intéressant. ouais, Et effectivement, tu Christophe, sors des réseaux. Ouais. justement, tu parles de partage et de graines, etc., et de plein d'astuces, et leur tourne. Donc, l'idée, c'est… on T'as vu, sent c'était une bonne transition quand même, non? Ouais, on sent passionné, donc en fait, voilà. Mais ce qui est important aussi, c'est, j'aimerais bien que tu parles, tu donnes quelques mots sur le groupe Facebook Permaculture où on peut te retrouver, puisque tu es administrateur de ce groupe Permaculture Normandie. Donc parler en quelques mots de ce groupe, sachant qu'on mettra nous le lien vers le groupe. Présenter ta ferme, la ferme au coquelicot, puisque en fait tu as parlé de pédagogie au début, mais tu n'as pas trop abordé le sujet. Justement, voilà, peut-être que tu montres comment faire les graines récupérées. C'est bon, elle revient. On a perdu au cours de route. Ton micro, Karine. J'ai des problèmes de connexion aujourd'hui. Ouais, ça coupe. Donc, on Donc, t'a perdu en cours de route, là. ouais, alors je refais. Si Non, tu c'est bon, ouais. Tu veux que je parle ouais, des groupes, du voilà, groupe? le groupe et ta ferme. D'accord. Alors, pour le groupe, donc il y a un groupe qui s'appelle Permaculture Normandie. L'idée, c'est en fait c'est de faire du lien avec entre Normands autour de la permaculture. Donc, donc c'est un petit groupe que j'ai créé il y a quelques années. Et voilà. Alors l'idée, c'est vraiment que ce soit un groupe local. Donc, en gros, on accepte les gens, on accepte que les Normands. Euh, Non, mais parce qu'il y a d'autres groupes, en fait. Je parlais d'un autre groupe que j'ai aussi qui est plus général. Et là, les deux, en fait, sont complémentaires. L'idée, c'est que le groupe Permaculture Normandie, c'est de faire du lien entre les Normands et qui montrent ce qu'ils font, ce qu'ils arrivent à faire, ce qui ne marche pas, ce qui marche, qu'il y ait de l'échange aussi. Donc, il y a aussi des gens qui se contactent justement pour se rencontrer, pour échanger des graines. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, c'est l'idée de garder le côté entre Normands parce que voilà, il y a plein de groupes, en fait. Il y a des groupes un peu partout de permaculture. Du coup là, c'est vraiment l'idée d'avoir le groupe local. On a même fait une petite carte qui permet, pour ceux qui le veulent, en fait, ils sont inscrits dessus. Donc, ça permet, quand on s'inscrit dessus, d'aller voir si on a des voisins qui s'intéressent à la permaculture ou qui font déjà quelque chose, des assos, des choses comme ça, des maraîchers. Donc, ça permet de mieux se connaître et puis de créer un réseau, un tissu social aussi autour de la permaculture. Puis, il y a des grands débutants comme des gens plutôt confirmés. Donc, puis, le but, c'est l'entraide et d'avancer. Hein. Quand on voit aussi les problèmes de climat qu'on a ces dernières années, c'est pas mal de trouver aussi des solutions en tournant autour un peu discutant un peu Ouais, de tout ça. Et puis, voir qui ce que marche, les autres quoi. font. Ouais. Ouais, puis il y a comme tu parlais tout à l'heure de variétés anciennes. En Normandie, il y a plein de légumes qui sont des légumes, des variétés anciennes normandes, et certaines se perdent un peu. Donc l'idée, c'est aussi ça Perdurer de faire les perdurer, choses. ouais, c'est ça, de réveiller même. Il y a des assos qui font ça, qui travaillent beaucoup sur les variétés anciennes locales, quoi, qui peuvent se perdre effectivement parce que peut-être moins productives, parce que peut-être moins esthétiques, parce que peut-être moins.
mais voilà, qui ont cette valeur quand même historique qui est intéressante à garder quand même, quoi. Et donc, Karine, là, peut-être tu n'as pas vu, tu ne connais pas. J'ai un autre groupe aussi que j'avais créé il y a un moment aussi, qui s'appelait, alors à la base, qui s'appelait Permaculture pour les nuls. L'idée étant d'accueillir un peu tout le monde, novices, et voilà. Et, parce que Facebook étant ce qu'il est, c'est ma petite parenthèse. Facebook étant ce qu'il est, quand on est novice, souvent on se fait un peu rembarrer par certains un peu plus aguerris. Et ça me fatiguait un peu. Du coup, j'avais créé ce groupe. Et aujourd'hui, il s'appelle Permaculture de A à Z. Et en fait, ce groupe-là, il est intéressant parce que déjà, il est beaucoup plus gros. Il est international en plus. Donc ça, c'est vachement intéressant de voir aussi alors, c'est français, mais il y a quand même des gens de plein de pays. C'est assez sympa. Mais aussi, en fait, c'est une grosse mine d'informations parce que notamment, en fait, il y a énormément de fichiers. En fait, je ne travaille pas du tout seul sur ce groupe. En plus, les administrateurs tournent un peu. Il y a des gens qui viennent, qui repartent en fonction de nos vies, quoi. Mais du coup, le groupe est assez riche, notamment en fichiers autour de la permaculture. Et du coup, voilà, je pense que ça peut être intéressant d'aller voir ce groupe-là pour pas mal d'infos. Même si dans Permaculture Normandie, on a aussi pas mal de documents liés aux associations de légumes, aux définitions de la permaculture, etc. Mais l'autre gros groupe est plus encore pour débuter, l'autre groupe est pas mal, quoi. Oui. Okay. Super. Voilà. L'idée, c'est que ça reste convivial et quel que soit notre niveau. Et, voilà. Donc, on essaye de gérer ça au mieux. Et c'est pas évident de gérer les groupes. Non, c'est clair. On confirme. Ça se passe bien. Et donc, au niveau de la ferme, donc c'est la ferme au coquelicot, tu fais des portes ouvertes, des présentations, des démonstrations Alors, donc, ouais, l'idée, donc on fait du maraîchage, donc on fait tous les légumes possibles de saison, culture et aussi du maraîchage sur sol vivant, qui va toucher un peu plus le maraîchage, mais qui est aussi et qui sont intéressantes. Donc on vend nos légumes à la ferme. Okay. Donc après les gens peuvent nous contacter s'ils sont dans le coin et ils sont intéressés. On vend essentiellement, l'idée c'est de faire du local en fait. Donc on vend essentiellement localement et essentiellement à la ferme. Pour l'aspect pédagogique, alors normalement en fait si on n'a pas de virus dans les pattes, on fait des petites formations et on fait aussi des visites guidées de la ferme. Donc visites guidées, ça fait un moment qu'on n'a pas fait du coup, mais on fait ça 2-3 fois par an, où en fait on prend 2-3 heures, on fait un petit tour de la ferme avec ceux qui ont envie de venir voir ce qu'on fait, et puis on réexplique un peu tout ce que je disais là, mais en direct en fait, en faisant le tour de la ferme, en montrant ce qui marche, ce qui marche pas, les techniques qu'on utilise, voilà. Et donc ça, on fait ça aussi en petite formation. On fait des petites formations. Alors, on fait des petites formations pour tout le monde, j'ai envie de dire, pour tous ceux qui s'intéressent, ou qui ont envie de faire du potager et qui veulent peut-être faire un peu de potager autrement, ou qui démarrent, ou qui ont envie de voir un peu peut-être d'autres techniques à réutiliser chez eux. Parce que l'idée aussi, je ne l'ai pas trop dit, mais l'idée aussi de ne pas toucher à son sol, c'est aussi d'arriver vers quasiment un zéro désherbage. Alors que nous, on l'a expérimenté dans notre potager. Le fait déjà de mettre un couvert végétal sur le sol, ça va beaucoup limiter la levée des graines d'adventice. Les graines n'arrivent pas soit au sol, soit c'est les graines qui sont à jamais, donc on a quand même beaucoup moins de désherbage. Et puis il y a aussi une petite notion, entre parenthèses, qui est importante, c'est que plus on touche à son sol, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le sol, il y a des milliards de graines en fait qui sont en attente il va y avoir des graines qui vont arriver par le vent, les animaux quoi, mais il y a aussi toutes les graines qui sont déjà dans le sol et qui attendent qu'une chose, c'est qu'il y a un rayon de soleil, un peu de chaleur, un peu d'eau pour germer.
faire remonter des graines. Il y a des graines qui peuvent passer des années à 5 cm en dessous du sol, de la surface du sol, et ne jamais germer, parce qu'elles ont besoin de se retrouver à 1 cm ou quelques millimètres de la surface du sol pour germer. Du coup, si ces graines-là, on les laisse à ces 5 cm en dessous, ben, elles ne germeront jamais. Du coup, c'est une mauvaise herbe qu'on n'aura pas à désherber. Donc l'idée, elle est là qu'au début, on désherbe, hein, logique. Puis on mulch avec nos herbes. Mais si on le fait assez régulièrement au début, on s'aperçoit en fait, qu'année après année, on désherbe de moins en moins. Et en plus, on utilise de plus en plus l'espace avec nos plantes. Donc les adventices ont de moins en moins de lumière, déjà par nos plantes, plus par les mulches et les couvertures qu'on va mettre au sol. Et du coup, la corvée de désherbage se réduit énormément. C'est quand même pas négligeable. Donc là encore, on tombe sur la permaculture, l'idée de dépenser le moins d'énergie. Voilà, c'est une vraie réflexion en fait. Moi, je m'aperçois que c'est vraiment... faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire, comment le faire, avec les éléments, tout. Enfin, ouais, c'est vraiment... Réflexion, action. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est ça, c'est intéressant et c'est passionnant. Et c'est là aussi où c'est intéressant d'échanger avec d'autres personnes, parce que on va échanger les petites astuces. J'ai fait ça, ça marche bien. On reproduit. Donc ça, c'est super intéressant. Donc voilà, donc nous, l'idée, la ferme, c'est ça, c'est de montrer que c'est possible en fait de cultiver sans produits chimiques, même sans produits chimiques autorisés en bio, parce que nous, en fait, on s'interdit d'utiliser quelques produits chimiques, que ce soit à la ferme. Même ceux, il y en a certains qui sont autorisés en bio, et nous, voilà, typiquement la bouillie bordelaise, ça, on ne l'utilise pas. Donc, quand le mildiou arrive, c'est que le mildiou doit arriver. Mais en même temps, nous, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'idée, c'est d'avoir des plantes fortes qui arrivent à se débrouiller un peu toutes seules, puis de faire tout ce qu'on peut autour pour ne pas favoriser les attaques de la venue. Champignons, mais voilà, l'oïdium qui va arriver en septembre, il y a aussi une espèce j'allais dire de fatalité, mais ce n'est pas une fatalité, c'est saisonnalité. Nature, quoi. Hein? Saisonnalité. Oui, c'est ça. Enfin, les courges, les courgettes, vers septembre, c'est la fin, quoi. Voilà, l'oïdium commence à s'installer dessus, ça commence à être la fin. Bon, voilà, ça ne sert à rien même s'il y a plein de produits naturels, hein, avec du lait, je ne sais pas quoi, là, on peut un peu tuer l'oïdium, mais bon, s'il est là, c'est qu'il y a une raison aussi. Donc voilà, l'idée, c'est pas de forcément tenir les courgettes jusqu'à mi-novembre. Bon, si c'est la fin, c'est la fin. Enfin, il y a aussi cet aspect-là aussi, je pense, de se dire, bon, pas forcément lutter contre la nature, si la nature a décidé que le mildiou devait s'installer, le mildiou s'installe. Et puis à nous de réfléchir aussi à pourquoi il s'installait. Peut-être que c'était pas assez ventilé, peut-être que nos plants étaient trop proches et du coup ça respirait pas assez. Voilà, c'est ces réflexions-là à avoir aussi. Et de se dire que plus on va, ça j'en suis persuadé, hein, plus on va prendre soin de notre sol, et plus nos plantes seront fortes en fait. Et moins elles seront susceptibles de mourir sous l'attaque de ravageurs. Et l'idée aussi, c'est de se dire, comme on fonctionne avec la nature, on est content qu'il y ait de la faune autour de nos plantes, parce que c'est grâce à cette faune que notre sol il est fertile et puis que tout fonctionne. Hein. L'idée aussi, c'est de voir ça d'une façon holistique ou systémique, c'est-à-dire que plutôt que de penser qu'à une plante, qu'à une culture, qu'à un truc, en fait, ou qu'à mon arrosage, je vais penser à tout. En fait. Un ensemble. En permaculture, il y a aussi les notions de un élément a plusieurs fonctions et une fonction est remplie par plusieurs éléments. C'est-à-dire que si je récupère de l'eau dans une cuve pour arroser mon jardin, cette cuve, en fait, il faudrait qu'elle me serve à autre chose. Ça peut être un support pour faire pousser des plantes. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de l'ombre pour certaines plantes, je ne sais pas. Mais l'idée aussi, c'est de se dire que ne faut pas que je dépende que de cette cuve et donc que de la pluie pour avoir de l'eau. Je peux peut-être avoir une mare à côté dans laquelle va aussi se développer plein de biodiversité qui va aussi m'aider au jardin. Parce que pour les limaces, par exemple, il y a le côté je les nourris, mais il y a aussi le côté j'attire des animaux qui mangent les limaces, donc les hérissons, les crapauds. Donc il faut que je leur crée aussi
un espace de vie où ils peuvent être bien, se développer et être un peu tranquille. Et comme ça, la nuit, plutôt que d'aller à la frontale chercher les limaces, c'est le hérisson et les crapauds qui vont venir les manger. C'est plus sympa d'être. C'est plus sympa. Ça fait un peu plus d'heures de Pareil pour la sommeil. bière. La bière, c'est pareil. Hein. La bière, c'est pour le jardinier qui regarde pousser ses plantes, c'est pas pour attirer les limaces. Il ne faut pas mettre de bière dans son jardin. Ça attire les limaces des voisins en plus, donc c'est encore pire. Et les pièges à bière, on va pas une gâcher de la question, bière. il y a une question qu'on nous pose là, c'est où trouver de petites balles de paille? Alors la question c'est près de Caen, puisque nous on est près de Caen, mais est-ce que tu sais si on peut trouver ça, des petites balles de paille? Est-ce qu'il y en a qui font ça, tu sais Là, il faut aller voir les agriculteurs. Il faut Ouais. aller voir les agriculteurs. Parce qu'en jardinerie, souvent, ça coûte une fortune. Après, il y a la paille, mais il y a plein d'autres choses. Donc, il y a le foin aussi. Hein, ça peut être aussi, des fois, on peut trouver des. Alors, ce qui peut être pas mal aussi, c'est d'aller voir même des gens qui ont des chevaux, des gens qui ont des animaux, qui vont leur donner du foin, mais il peut avoir une partie du foin ou même les agriculteurs avec la paille, un ballot de paille qui s'est abîmé ou qui est resté sous la pluie ou voilà, pour les gens qui ont des animaux, ça va être des fois un déchet pour eux. Donc ça peut être aussi l'intérêt de se mettre en réseau, c'est qu'il peut y avoir des fois des choses à récupérer comme ça. Après, le couvert végétal, il peut être, ça peut être tout simplement avec des adventices. Hein. Vous avez des orties qui poussent dans le fond de votre jardin, eh ben, c'est un super paillage. Hein. C'est hyper riche, donc ça peut être ça. Bon, les orties, on peut les manger aussi un peu, enfin, faire plein de trucs. Mais voilà, l'idée, ça peut être ça aussi. Hein. Le désherbage, ça peut servir à ça. Les tontes de pelouse. L'idée, ça peut être aussi de se dire, tiens, le voisin, il tond sa pelouse toutes les semaines et il met ça à la déchetterie. On dit au voisin, tiens, dès que tu as des déchets végétaux, moi, ça m'intéresse de les récupérer. Je les mets au pied des plantes. Le copain et le voisin, il est content de ne pas avoir à faire un aller-retour à la déchetterie. C'est clair. Et puis vous avez de la matière organique gratuite. Ouais, c'est pas... Donc l'idée, c'est ça aussi, c'est de se faire un réseau de récupération. Enfin, moi, je vois, nous, à la ferme, on utilise pas mal de crottins pour amender. En fait, le crottin, c'est des clients à nous qui ont des chevaux. Et chez eux, c'est un déchet. Et ils sont ravis que j'aille chercher une remorque ou de venir nous déposer une remorque quand ils viennent chercher des légumes de crottin. Parce que pour eux, c'est un déchet. Ça valorise le déchet, comme on dit, quoi. Exactement. L'idée, en fait, c'est aussi d'aller vers le zéro déchet. Quoi. De dire que le déchet de l'un, c'est la ressource de l'autre. Du coup, il faut réussir à faire ces liens-là, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai un cheval. Le box, il est souillé. Du coup, ça fait de la paille. Ça, c'est de la paille gratuite, quoi. Donc, si elle est souillée, si elle a paille, il faut la composter peut-être un petit peu, mais c'est voilà, il y a des gens pour qui c'est un déchet et des gens pour qui c'est une ressource. Du coup, l'idée, c'est d'arriver après à se mettre en lien pour récupérer ça. Mais souvent, à la campagne, quand chez soi, on a toujours des gens qui ont des animaux. Il suffit peut-être d'aller faire le tour de ces gens-là et puis de voir s'il n'y a pas moyen de récupérer de la paille, du fumier, du crottin, des choses comme ça pour s'en servir au jardin, plutôt que d'aller effectivement l'acheter quelque part. Ouais, en fait, c'est optimiser les ressources pour enrichir les ressources, quoi. C'est génial, la permaculture. L'idée, c'est de faire ça, de faire un cycle, en fait. C'est trop bien. Oui. Ouais. C'est valable. C'est valable dans tout. C'est vrai que l'humain fonctionne beaucoup en truc, toi, linéaire. Là, j'ai un stylo, quand il est vide, je le jette. On se dit pas, je crée un stylo pour que, typiquement, le crayon à papier, voilà, c'est le truc, une fois qu'il ne sert plus, mais je peux m'en servir à autre chose. Il peut être composté, il peut être. Voilà, et c'est vrai que l'idée de voir toutes les choses comme ça en cycle, de se dire que si je produis un déchet à partir de quelque chose, à quoi peut servir ce déchet? Comment je peux valoriser ça? Et du coup, de dire, je sais pas, je construis une cabane dans mon jardin, je la construis avec des matériaux qui pourront resservir à quelque chose quand la cabane, quand le bois sera vermoulu ou j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on pourra en faire? L'idée, c'est ça. C'est vrai que pour ça, la permaculture, c'est aussi un outil de réflexion, en fait. C'est pas du tout en fait des techniques. Moi, je parlais de la butte tout à l'heure. On dit souvent la butte de permaculture, mais
En fait, les buts, ça peut être intéressant, mais comme ça peut servir à rien du tout. C'est-à-dire que si justement, quand on observe pendant un an et qu'on voit que dans son jardin, bah, il y a plein de trucs qui poussent, quoi, bah, le sol, c'est qu'il doit être assez riche. Donc, pourquoi décaisser de la terre pour enterrer du bois, pour remettre plein de trucs? Enfin, c'est une énergie de fou hein, de faire une butte de permaculture. Donc, si le sol il est mort, si il y a des problèmes de, d'asphyxie parce que c'est un sol hydromorphe, effectivement, peut-être que surélevé, ça peut avoir. Mais, mais si le sol enfin, si ça pousse sur le sol, pourquoi se la tête à creuser, à labourer, voilà. Et une technique qui est pas mal d'ailleurs en perma, c'est de faire des pommes de terre. C'est-à-dire que si vous avez potager l'année prochaine, vous faites pousser des pommes de terre. Les pommes de terre, ça pousse très bien sous paille ou sous gazon. Donc en fait, on pose les pommes de terre directement sur sa pelouse. On met une couche très épaisse de paille, de foin, de gazon, de tout ce qu'on peut récupérer. Il faut que ça fasse au moins 40 cm parce qu'il ne faut pas que les pommes de terre soient à la lumière du jour. Et le plant va traverser le paillage qu'on a mis dessus. Et vous allez avoir une récolte de pommes de terre. Et en plus, ça va asphyxier en fait la pelouse qui est en dessous. Et du coup, l'année d'après, bah, vous avez un sol qui est tout meuble et qui est prêt à accueillir d'autres cultures. Et du coup, bah, aucun travail mécanique, pas besoin de s'acheter un motoculteur, pas besoin de gaspiller de pétrole pour faire fonctionner, pas besoin de se fatiguer avec une bêche à faire un trou. Du coup, ça se fait naturellement en fait. Du coup, il y a des petites techniques comme ça qui permettent effectivement d'avancer. Super. Bah, écoute, Christophe, merci beaucoup. Je pense que tu pourrais encore parler des heures, mais je sais que tu n'as pas forcément beaucoup de temps non plus. Parce que voilà. En tout cas, merci, un grand, grand merci. Je suis ravie de cette rencontre. Je te connaissais pas, mais merci beaucoup. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Et super, enfin, pour moi, j'ai trouvé ça super enrichissant et ça donne envie de retourner dans le jardin. Donc, un grand, grand merci à toi. C'est ça. On met les infos. Avec plaisir. On met les infos, je t'envoie les liens. Et donc, on met les infos permaculture, le groupe Facebook Permaculture Normandie, mais aussi permaculture de A à Z et la ferme au coquelicot. Oui. Je ne sais pas s'il y a des questions, si tu veux rajouter quelque chose. C'est OK? Ou est-ce que tu as autre chose à dire? Est-ce que tu veux non, moi, le petit mot de la fin? Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. OK. Bah, écoute, un grand, grand merci à toi. Et le mot de la fin, c'est qu'en fait, merci à vous. Et puis, je pense que en fait, l'idée, c'est d'aller vers du plus en plus simple. Du coup, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, quoi. De manière intelligente. Ouais. Parfait. De la simplicité, de l'intelligence et de la logique, en fait. Du bon sens. C'est ça. Exactement. Ok, bah écoute, un grand, grand merci. À bientôt. Super. Je pense belle soirée à tous. Ouais, à bientôt. Et puis, le prochain jeudi, c'est en septembre. À bientôt. Et on passera les infos.